Europe 1, il est 8h34. C'est l'heure de la revue de presse. La revue de presse d'Ève Roger cette semaine. Bonjour Ève. Bonjour Thomas, bonjour Anissa, bonjour à tous. Alors, à la une des journaux ce matin, c'est un peu la gueule de bois après un week-end agité. D'abord sur le risque de divorce entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Les Échos, l'accord qui piège l'Europe. L'opinion, Brexit, le référendum de tous les dangers. Et puis sur la victoire annoncée de Donald Trump aux primaires républicaines, ce titre assez drôle, il faut le dire, de Libération, Trump, le gros bête qui monte. S'ensuit une série d'adjectifs peu flatteurs mais qui riment. Populiste, raciste, machiste, complotiste, bref, n'en jetez plus. Et puis au sujet des négociations qui commencent ce matin sur la réforme des allocations chômage, c'est pas plus réjouissant. 20 minutes s'interroge, les chômeurs déchus, point d'interrogation, et l'humanité, évidemment, qui dénonce. Valls et le MEDEF font la guerre aux chômeurs, pas au chômage. On commence par la dépression que traversent les partisans de l'Europe. Et oui, grosse déprime ce matin, cet accord avec la Grande-Bretagne est tout simplement une opération suicide des Européens, selon la presse britannique citée par l'opinion. Ils viennent de renoncer avec désinvolture à l'unité et à la cohésion de leur projet. Et maintenant, c'est la léthargie qui menace, affiche le quotidien en une, avec cette Europe à deux vitesses, le Royaume-Uni seul de son côté, et les autres qui vont pouvoir avancer. Mais avancer vers quoi, se demande Olivier Auguste. Quel est le projet ? Comment redonner une envie d'Europe aux Européens pour qui l'Union ne signifie plus paix, liberté et prospérité, mais contraintes et bureaucratie. Alors il faut avoir la foi ce matin pour afficher un certain optimisme. C'est le cas de Guy Verhofstadt, vous savez, l'ancien Premier ministre belge, député européen convaincu. Il se lance dans l'opinion, c'est vrai, le projet européen est en lambeaux aux yeux des concitoyens, mais il existe des arguments concrets, réels, qui montrent que l'Europe a son utilité, en particulier pour les régions pauvres. En France, par exemple, il y a 16 milliards d'euros sur la table. Vous savez pourquoi faire ? Pour lutter contre les zones blanches de la Gironde et de la Nièvre, soutenir le musée Louvre-Lens dans le Pas-de-Calais ou aider des jeunes en décrochage scolaire en Midi-Pyrénées. Bref, on a les arguments qu'on peut. Pas facile de se faire l'avocat de l'Europe ce matin. Alors vous en avez quand même trouvé un autre dans Libération. Et oui, c'est Laurent Geoffrin, le directeur de la rédaction. Il faut lire son édito qui donne une perspective historique à cette crise européenne. Lui part de Verdun, vous le savez, la pire bataille de 14-18, dont on commémore le centenaire ces jours-ci. 300 jours de combat, 300 000 morts. Et pour lui, ce carnage est, je cite, le paroxysme infernal des nationalismes surgis au XIXe siècle. Une folie des États-nations qui ont produit le militarisme, la volonté de conquérir, la domination. À cette époque, écrit-il, les leaders européens ont conduit comme des somnambules le continent à l'abîme, ruinant des nations entières, tuant des millions d'hommes et de femmes. Et vous le voyez venir, quel est le rempart depuis à de nouveaux massacres ? L'Europe. Et évidemment, l'Union européenne, c'est elle qui nous protège donc de nouveaux massacres, à condition, dit Laurent Geoffrin, de ne pas laisser dépérir l'idéal européen sous prétexte de difficultés transisoires comme les migrations ou la crise de l'euro. D'une crise à l'autre, on parle cette fois du système des allocations chômage. Et oui, une négociation à haut risque qui démarre ce matin entre les partenaires sociaux. Vous en avez déjà parlé avec cette question centrale. Faut-il rétablir la dégressivité des allocations chômage ? Et on remercie ce matin La Croix et 20 minutes pour leur travail de pédagogie. D'abord à la question, est-ce que les allocations chômage incitent à l'oisiveté ? Eh bien la réponse et non, selon 20 minutes, les Français bénéficient de 24 mois de chômage, 2 ans donc, et ce n'est pas les seuls en Europe. Eh bien, ils n'en profitent pas jusqu'au bout, puisque la durée moyenne d'indemnisation en France est de 11 mois, un peu moins d'un an. Et puis, deuxième question, est-ce que la dégressivité peut inciter les chômeurs à être retrouvés plus vite en emploi ? Eh bien, la réponse est toujours non. C'est même le contraire en période de crise. Selon l'économiste Philippe Wechter, cité par 20 minutes, ça incite les chômeurs les plus qualifiés à prendre des emplois ou inqualifiés. Résultat, les plus précaires restent au chômage plus longtemps. Bon, plus léger maintenant, on connaissait la chanson « Avoir un bon copain ». Nous, vous nous sortez ce matin « Avoir un bon conjoint ». Oui, ça peut booster une carrière. Absolument, c'est un petit article délicieux que j'ai trouvé ce matin dans les Échos. 2 études américaines très sérieuses qui nous apprennent que plus votre conjoint est consciencieux, et plus votre salaire est élevé. Alors évidemment, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire un conjoint consciencieux ? Eh bien, il y a un test pour évaluer cette qualité, un test qui mesure la constance, l'assiduité et la confiance qui règnent dans le couple. Et on le comprend, c'est assez simple. Plus il y a de la sérénité à la maison, et meilleur on est dans son travail. Et puis ça marche aussi pour les promotions. Mieux ça va avec son amoureux ou son amoureuse, racontent les Échos, et plus on grimpe dans la hiérarchie. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi études sur n'importe quoi. Écoutez bien Thomas, ça peut peut-être vous concerner. Une belle réussite professionnelle peut faire vaciller un couple. Je vous en prie. Lorsque l'un des 2 époux est propulsé au sommet, que son job lui fait vivre des émotions fortes, que son pouvoir de séduction monte en flèche, eh bien, il arrive que ça tangue à la maison. Ça va très bien.
Et on finit avec un art que chacun d'entre nous aimerait maîtriser, c'est l'art de la répartie. Et oui, vous nous avez montré d'exemple tout à l'heure avec Laurent Cabrol, c'est dans Le Parisien ce matin, où on apprend que cet immense talent, ce travail, c'est pas on en a ou on n'en a pas, mais on peut en acquérir selon les deux spécialistes cités par le quotidien. Il paraît qu'il faut d'abord s'entraîner à l'écrit, sur Facebook par exemple, en testant certains bons mots sur votre page d'accueil et la réaction de vos amis. Et puis, tant qu'on n'est pas au point, il y a des réparties toutes faites qu'on peut utiliser comme une béquille pour riposter par exemple à une remarque désobligeante. Alors on peut dire assez platement, je ne peux pas te laisser dire ça. Ah là, vous le tuez, la personne qui est en face de vous. Oh, je ne peux pas te laisser dire ça. Oh. Alors mieux, on n'est pas obligé de te croire. Oh, on n'est pas obligé de te croire. Ou comme a dit Laurent Cabrol tout à l'heure, c'est un peu facile. Hein. Mais sachez Thomas que l'expression du tac au tac s'inspire du monde de l'escrime, où le tac est l'onomatopée désignant le bruit des fers qui s'entrechoquent. Alors, de la répartie, il va en falloir au footballeur Serge Aurier, qui passe aujourd'hui son grand oral devant les dirigeants du PSG, vous savez, au sujet de ses insultes contre son entraîneur Laurent Blanc. Et à lire Le Parisien ce matin, c'est assez délicieux. On comprend qu'il manie beaucoup mieux l'art de la gaffe que celui de la répartie. C'est un bon début. La revue de presse d'Ève Roger qu'on retrouvera demain à 8h30 sur Europe 1.